où en est le Maroc avec le BIM? Donc, on a des talents, des outils, des ambitions. Un bâtiment, c'est comme un enfant, en fait. C'est comme un bébé. Alors, le BIM, Oui. tout le monde en parle, Mhm. mais est-ce que tout le monde arrive bien à l'expliquer? Je ne pense pas. Il y a une citation que je dis toujours et que j'ai partagée avec vous quand je vous enseignais. Le BIM, c'est... Parfait. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Architecture Podcast. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Walid Ben Mansour. Monsieur Walid, vous êtes un architecte, expert et consultant en immobilier et spécialiste de la transformation digitale de la construction 4.0. Vous êtes aussi un enseignant formateur du BIM et ses applications en architecture. Bienvenue. Merci beaucoup Salah, merci beaucoup Smaïl pour cette invitation qui me touche énormément. On en avait parlé, je vous ai encouragé pour le premier podcast. Très belle idée, très belle initiative Merci de beaucoup. nos étudiants. Je suis ravi aussi d'être parmi vous et je suis là pour qu'on puisse éclairer les esprits comme d'habitude. Bien sûr. Parfait. Donc, comme je viens de dire, vous êtes expert et spécialiste en BIM. Donc, vite fait, brièvement, parlez-nous de votre parcours. Comment cet intérêt pour le BIM s'est déclenché? Comment vous avez dit que ce sujet, globalement, vous intéresse et que vous allez foncer dessus? Écoutez, c'est très simple. En fait, moi, j'ai intégré l'école d'architecture de Rabat en septembre 99. Entre 2000 et 2001, il y a eu une première vague de ce qu'on appelle la CAO-DAO. Et donc, on a commencé à trouver des logiciels, acheter des machines. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas encore les stations de travail telles que ça existe aujourd'hui. Bien sûr. Donc, on partait chez les vendeurs de pièces et on essayait de monter nos propres stations pour être performants par rapport au logiciel qu'on a. Sauf que l'apprentissage était mal fait parce que au départ, on s'est transformé en architecte et infographiste à la fois, parce qu'il y avait déjà la génération qui produisait à la main, qui produisait à la manière conventionnelle, une nouvelle demande du marché qui nécessitait de l'infographie, et les étudiants qui se sont lancés dedans et ils ont commencé à pratiquer le logiciel. J'ai eu mon diplôme en 2007 en pensant que j'étais vraiment parfait en matière d'informatique et je comprenais en fait l'informatique. Et aujourd'hui, on va parler, c'est vrai que c'est l'architecture, BTP, construction et tout. Il s'agit de comprendre un concept d'informatique. D'accord. Et après, j'ai fait 14 belles années en tant qu'architecte dans un cabinet où j'ai évolué du statut ingénieur au statut senior. Et en 2017 plutôt, une commande spéciale de la part d'un de nos clients à l'époque qui voulait intégrer un processus qui s'appelait le BIM. Tout le monde était ignare et ignorant. Donc, on s'est dit comment appréhender. On a commencé à faire des cours, à comprendre. Et c'était le premier fiasco pour moi, après la compréhension aujourd'hui. C'est qu'il y a une personne qui est venue, spécialiste du BIM, il a dit « c'est Revit ». J'ai travaillé toute ma vie avec Archicad. Je me trouve face à une grande difficulté, c'est de switcher d'un logiciel à un autre, alors que je n'étais plus capable de produire aussi rapidement et aussi efficacement que je l'étais. Donc le premier switch, il s'est passé comme ça. Entre-temps, j'ai continué à prospecter. Et en fait, quand le projet a commencé à voir jour, j'ai compris que ce n'était pas du tout Revit et ce n'était pas du tout Archicad, c'est autre chose. 2020, j'intègre une nouvelle aventure. C'était dans l'évaluation et l'expertise immobilière, la digitalisation de l'immobilier et également tout ce qui est SIG et formation. C'était une boîte qui était pluridisciplinaire. J'étais le seul archi dans un tas d'ingénieurs, de juristes, d'économistes, de fiscalistes, etc. pour comprendre l'immobilier. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à brasser le sujet
dans sa globalité. C'est la vue holistique de notre domaine, là où on exerce en tant qu'architecte. En fait, on est dans l'immobilier avec tous ces aspects, que ce soit foncier, urbanistique, juridique, etc. Et toutes ces facettes-là, je les ai découvertes. Et on avait, entre-temps, certains projets sur lesquels on était lancé en matière de digitalisation. C'était la Tour Mohamed VI, le CHU de Rabat, le grand complexe muséal de Rabat, le complexe sportif Moulay Abdallah, qui ont vu naissance. Donc, on a fait 3 ans en une équipe pluridisciplinaire où on a fait tout ce qui est capture par drone, le scan to beam, la modélisation. Et on a pu produire des modèles et des twins digitaux. Entre-temps, il y avait des formations continues qui étaient c'est-à-dire dans la boîte, et on faisait de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire on accompagnait certaines boîtes dans la formation. C'est là où j'ai commencé carrément l'enseignement, et c'était le premier cours de BIM, instaurer le premier cours de BIM à l'ENA. Je l'avais fait à l'époque, on avait fait le syllabus, les démarches et tout. Puis, suite à ça, en 2023, je suis sorti en tant qu'expert immobilier à mon propre compte. Une belle rencontre avec l'UM6P en février 2024, là où j'ai enseigné, puis j'ai occupé certaines responsabilités. Que de la réussite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Que de la réussite. Alors, le BIM, Oui. c'est quelque chose de très vaste. Et vous savez que tout le monde en parle, mais est-ce que tout le monde arrive bien à l'expliquer? Je ne pense pas. C'est quelque chose de très ambigu, avec beaucoup d'acronymes, beaucoup de mots techniques. Ok. Si vous pouvez brièvement nous expliquer qu'est-ce que le BIM Ok. et comment on peut le comparer à une méthode de travail classique. Parce que la plupart, on pense que le BIM, c'est juste une maquette 3D. D'accord. Alors que non, c'est un cerveau numérique du bâtiment. C'est un cerveau qui pense, qui anticipe et qui vit bien avant même de toucher, d'avoir une seule goutte de béton sur le sol. Donc pour essayer d'expliquer ceci pour quelqu'un qui ne comprend que du 2D ou qui ne travaille avec, qui s'est Exactement. habitué au 2D, comment Oui. pourrez-vous le traduire? C'est simple. En fait, il y a une citation que je dis toujours et que j'ai partagée avec vous quand je vous enseignais. Le BIM, c'est très simple comme concept. C'est de construire avant de construire. L'idée, c'est de construire avant de construire. L'idée de base, c'est quoi? C'est que le secteur de BTP, il est le deuxième à l'échelle mondiale en matière d'apport et de participation dans le PIB mondial. Et donc, c'est un secteur aussi qui est énergivore. Bien Et là sûr. où on a beaucoup de gaspillage à cause des erreurs. Le mode conventionnel de la construction tel qu'il a été fait jusqu'à aujourd'hui n'arrivait pas à cerner un élément essentiel qui est la data. Donc, quand je dis data, parce que je veux introduire cette notion d'informatique. On a une base de données. Un bâtiment, c'est comme un enfant, en fait. C'est comme un bébé. Vous le concevez, vous veillez dessus. Après, il y a la mise en œuvre. Il est là, il est créé. Il devient vivant avec tous ses circuits, avec son enveloppe, avec sa structure qui est sa squelette. Et tout ça doit fonctionner. Donc, il y a 2 façons de faire. La première, vous êtes des personnes qui ont eu un bébé sans le mode d'emploi et sans avoir aucun historique de tout ce qui est génétique, de ce qui se passe dans son corps. Et on vous dit, prenez-en soin. Vous allez pouvoir le faire, mais très mal le faire et très mal le vivre. Ou bien, c'est un enfant qui a un carnet de santé, qui a été suivi durant la période de grossesse, qui est toute la partie conceptuelle et tout. Et après, quand il est apparu, vous avez tout ce qui le décrit du point de vue santé, corps, ce qui lui manque, ce qui lui manque pas, ce qui est bien, ce qui va pas. Et vous allez pouvoir en prendre soin de la meilleure façon qui puisse y être. Si on projette ça sur notre bâtiment et sur notre mode, on était les architectes, je me rappelle très très bien, en 2007-2008, quand j'ai commencé en fait ma carrière, une des choses qui était là, c'est que les architectes étaient pratiquement tous à la 3D. Donc on avait
une base de données géométrique, c'est-à-dire tridimensionnelle, assez riche de point de vue forme, dimension et autres. Mais dès qu'on passe aux études avec les bureaux d'études spécialisés, on réduit ça à des plans, des coupes et des élévations en 2D sur AutoCAD. Ils vont partir, ils vont modéliser sur certains logiciels à eux, d'accord? Mais c'est la transformation de la data qui part de chez moi vers eux, puis qui revient à chaque fois qu'il y a une saisie, nouvelle saisie, pour changer le format de la data chez celui qui exploite, il y a de la déperdition. L'idée globale du BIM, c'est quoi? Premièrement, c'est une méthodologie de travail. Loin d'être des logiciels ou des applications qu'on va utiliser d'une manière, je dirais, à la high-tech, telle que ça existe aujourd'hui. Ouais. C'est une méthodologie de travail qui va essayer de transformer le mode conventionnel de travail, d'accord, de tous les acteurs du BTP, du maître d'ouvrage, donneur d'ordre, passant par le maître d'œuvre, architecte, la maîtrise d'œuvre, les entreprises, jusqu'à revenir vers le maître d'ouvrage pour qu'il puisse exploiter ce qu'on a conçu, ce qu'on a construit, sans perdre de données. C'est l'essentiel. Ouais. Et c'est de transformer ce mode de travail sur un support digital, mais en choisissant les bonnes applications digitales adéquates au projet. Donc, finalement, c'est une méthodologie de travail. Elle fait la jointure entre technique et technologie. D'accord? Elle enrichit le modèle 3D pour qu'il devienne, lui, la base de collaboration entre les personnes. Et elle permet une continuité et conservation de la donnée d'un projet à travers toutes ces étapes et ces phases d'élaboration. Excellent. Parfait. Parfait. J'aime bien l'analogie du bébé qu'on a conçu. Donc c'est une métaphore qui explique le concept clairement. Donc pour entrer au vif du sujet, où en est le Maroc avec le BIM? Donc on a des talents, des outils, des ambitions, mais la vérité c'est que le BIM au Maroc, ça reste réservé un peu à une élite. Le terrain reste bloqué entre des mentalités figées et une absence de vision peut-être de l'État ou ce courage de transformer complètement le marché public. Donc où en est le Maroc avec le BIM? Je vais peut-être vous surprendre, on est aussi bien et très très bien placé que le niveau international et je dirais qu'on performe même sur certains volets plus que l'international. Ça vous étonne. Oui, bien sûr. Mais la réalité, on est celle-là. La seule et unique problématique, à mon sens, c'est que c'est encore une approche qui n'a pas été bien ordonnancée. Donc, on est en train d'agir d'une manière un peu, je dirais, j'irai pas à utiliser une expression kafkaïen ou autre, mais plutôt perturbée. C'est-à-dire, le Maroc aujourd'hui vit une grande transformation. Il faut comprendre que la transformation digitale des services et des secteurs a vu deux grands discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2016 et en 2018. En 2016, il a insisté sur la digitalisation des services. D'accord. En 2018, c'était une sommet extraordinaire des pays de l'Afrique, là où il a insisté sur l'usage de la transformation digitale en tant que levier d'efficacité et d'efficience de tous les services. D'accord. Suite à ça, il y a l'OSIM, c'est l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, qui est une association qui est composée par les utilisateurs des systèmes d'information qui ont voulu évaluer la situation au Maroc de la transformation digitale des services et où est-ce qu'on en est en 2021. Et dans le rapport, quand je l'avais lu, ce qui m'a percuté le plus, c'est qu'il n'y a pas le secteur de BTP. Il faut dire aussi que sur toute la chaîne de valeur de digitalisation des secteurs, il est le dernier à accepter et à admettre d'utiliser l'outil digital. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, avec la conjoncture de la Coupe du Monde,
Coupe d'Afrique, avec le fait que le Maroc est rentré dans les grands projets, grandes réalisations, avec le fait aussi que notre métier aujourd'hui et les bâtiments qu'on conçoit ont des formes géométriques assez gauches, donc très complexes. Ouais. L'usage du BIM, on ne pourra jamais y échapper. Et moi, si on dit l'usage du BIM en soi-même en tant que processus, c'est très réducteur. Moi, je dirais la transformation et la construction 4.0 et le BTP 4.0 doivent s'installer fortement. Il y a des leviers pour installer ça. Premier levier, c'est la formation. Deuxième levier, c'est tout ce qui est software et hardware. Il doit être forcément adapté à notre mode de construction au Maroc. Parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre des gadgets et les utiliser et dire qu'on est en BIM. Il s'agit aussi de pouvoir s'adapter avec tout ce qui est rôle et responsabilité de chacun des acteurs. Quand on parle de la loi qui réglemente le métier d'architecte, il faut que, quand il utilise l'outil digital, ça soit inscrit dans ses prérogatives de mission en tant qu'architecte. Exactement, pour la même chose pour les ingénieurs ou autres. Maintenant, et si vous voulez savoir d'une manière aussi globale, il y a 3 approches qui existent dans le monde entier et dans lesquelles le Maroc aussi il est inscrit. Il y a l'approche top-down, c'est-à-dire on vient et c'est l'État, le législateur, il dit je vais légiférer l'usage du BIM et l'imposer dans les marchés. Je réglemente et j'impose directement des règles. Il y a le bottom-up, c'est tout ce qui est corps professoral autour du BTP qui va prendre l'initiative à lui se mettre à jour par rapport à cette méthodologie et acquérir les compétences, les connaissances et l'infrastructure nécessaire pour pouvoir travailler selon la méthodologie. Il y a l'initiative Middle Out, et c'est celle la plus présente aujourd'hui au Maroc. C'est les grandes institutions qui vont adopter. Il y a des institutions de développement, on parle de la CDG, on parle de l'OCP, on parle de l'Agence nationale des équipements publics qui aujourd'hui commence à publier les grands projets avec une prescription du processus dedans. On parle aussi de tout ce qui est formation, on parle de la SAP+D, on parle de l'ENA, on parle de l'UIR, on parle de toutes, le HTP, l'École Hassanienne des Travaux Publics, et toutes les institutions de formation qui aujourd'hui intègrent aussi le processus dans leur formation. Donc c'est un peu des deux, c'est à la fois les grandes institutions qui plus ou moins, pas imposent, mais prescrivent l'utilisation du BIM, et vous avez les institutions de formation qui eux aussi arrivent ou bien mettent en place des formations pour que voilà, comme vous dites, middle out. Le middle out. Le middle out. Le middle out, c'est tout ce qui sort de la couche moyenne, fait, entre le top-down, le donneur d'ordre ou bien le législateur, et entre la couche des professionnels qui travaillent dans... Mais permettez-moi de vous poser une question. On a parlé du secteur du BTP qui était l'un des derniers à inclure la digitalisation dans son procédé. On a plusieurs autres disciplines qui l'ont déjà fait. Je ne suis pas un expert, je dirais par exemple médecine, etc. Mais le tourisme est le plus important. Tourisme, bien sûr, oui, exactement. Mais pourquoi ce retard dans le BTP, sachant que les architectes, ils ont déjà incorporé les logiciels d'une manière très précoce. C'est-à-dire que le logiciel, il est rentable pour l'architecte. Pourquoi le BIM, on n'arrive pas à percevoir cette rentabilité directement? Écoutez, là, on est en phase de changement. Aujourd'hui, le changement dans toute la vie de l'être humain et son histoire, il a toujours trouvé de la résistance. Parce que qui dit changement veut dire, comme j'ai dit, mise à niveau des ressources humaines par des formations. Et les formations sont encore coûteuses au Maroc, d'accord, très peu remboursables. Et on ne peut pas adopter le processus si on ne forme pas l'équipe. Bien sûr. Ça, c'est de 1. De 2, l'acquisition du matériel et l'acquisition des softwares.
elle est aussi coûteuse que ça. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des circonstances post-Covid. Donc, toutes les fluctuations des prix qu'il y a eu après le Covid, l'enchérissement de l'électronique en général, des logiciels, des licences, etc. Et aussi, il faut donner le temps pour que les gens puissent percevoir. Et je pense aussi qu'un des plus grands obstacles aujourd'hui qui existent, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'ambiguïté sur ce que peut apporter l'usage du BIM, d'accord, dans la profession. L'ambiguïté, elle vient sur différents plans. On ne sait pas que concrètement, toutes les études ont montré qu'un projet conçu et construit en BIM, il verra une optimisation de 20% sur son budget global d'une manière automatique. Mmh. Mais ça veut dire que le processus et ses règles doivent être respectés sur toute la chaîne de valeur de création du projet. Bien sûr, oui. D'accord. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une fausse idée qui est véhiculée. Au départ, on a compris que utiliser le BIM est synonyme de grand projet. Ce n'est pas du tout ça. Je suis architecte, je veux optimiser, créer efficacité et efficience dans mon processus de production interne. J'intègre le processus au niveau de la construction de mes maquettes. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Parce que, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fournit? On fournit des informations à tout le reste de l'écosystème. Donc, le travail collaboratif, il est très important au niveau de la construction. Il faut que j'arrive à véhiculer. Et par rapport à mon maître d'ouvrage, il faut que je maîtrise la data de mon projet. D'accord? Donc, abstraction faite de la taille du projet, si je travaille selon le processus BIM. C'est-à-dire que je vais intégrer une méthodologie de construction de la maquette qui est basée sur l'hiérarchie, la classification des objets, des espaces et des éléments que j'intègre. En plus de tout ce qui est data géométrique, j'intègre l'alphanumérique et le sémantique, c'est-à-dire les descriptifs qui s'attachent. Et à ce moment-là, je peux extraire autant de mes traits que je veux et d'une manière très précise. Je peux extraire autant de prix et établir des bordereaux qui sont justes à la virgule près. Je peux également communiquer ou établir n'importe quel détail à n'importe quel niveau de ma maquette. Il suffit qu'elle soit juste, bien construite. Oui, on va me dire, oui, mais aujourd'hui, on fait les coupes et les... Mais on complète avec de la 2D. Des fois, la maquette, elle ne reflète plus. Des fois, la maquette n'arrive plus à suivre le chantier. Et donc, l'état de récollement ne donnera jamais le résultat réel. C'est-à-dire, l'objectif du BIM, en fin de compte, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a fini le chantier, qu'on a entériné, on va donner au maître d'ouvrage un bâtiment, d'accord, et un modèle numérique, et le rapprochement entre les deux. Dans les deux cas, what you see in one of them, you have it c'est ce que in the tu other devrais case. voir dans l'autre. Ouais. Exactement. Ça, c'est une application pas parfaite, mais c'est ce qui devrait être. C'est ce qu'on arrive à réussir aussi. Les règles de l'art, ouais. C'est ce qu'on arrive à réussir. Du coup, vous pensez que même pour les petites boîtes qui ne travaillent que des petits projets, entre parenthèses, cet investissement est rentable à la fin? Et il est rentable parce que ça vous optimise le mode de production et le temps de production et ça réduit la marge d'erreur à presque zéro au niveau de vos livrables. Donc, au lieu de refaire 36 000 fois vos livrables parce qu'il y a des erreurs et parce que le bureau d'études vous met des observations ou parce que vous avez des clashs ou autres, vous pouvez en interne faire vos clash detection. À chaque fois c'est-à-dire les interférences, à chaque fois que le bureau d'études vous envoie une maquette de 3D, vous allez l'intégrer, vous allez voir si elle interfère avec votre faux plafond, si elle interfère avec vos ouvertures, si elle interfère avec une forme géométrique particulière dans les espaces. Et du coup, vous allez vous éviter toutes sortes de problèmes au niveau de vos livrables. Vous serez très exact. C'est la maîtrise du projet. Donc c'est un effort considérable au début, mais qui après, il porte ses fruits. Parce qu'on a tout organisé au début, on a bien fait les choses. Après, on peut extraire les livrables, etc. Tout bien.
Cette histoire, Super. toute cette histoire, elle paraît comme le fait de ne pas adopter le BIM maintenant en 2025. Ça paraît comme quelqu'un qui ne veut pas accepter d'adopter AutoCAD, par exemple, dans les années 2000. Est-ce que c'est comparable? Ouais. AutoCAD, c'était un outil. Aujourd'hui, on parle d'une méthodologie de travail. Hmm. Donc, c'est encore plus profond. Ouais. Parce que l'outil, il est éphémère. La méthodologie, si on la maîtrise, elle ne pourra porter que sur la perfection et la durabilité. D'accord. D'ailleurs, AutoCAD, aujourd'hui, quelque part, il devient obsolète. Aujourd'hui, même au niveau d'Autodesk, qui est, on cite les noms, ce n'est pas un problème, qui est la firme qui a créé AutoCAD, on sait que AutoCAD, d'accord, n'est pas un logiciel BIM. BIM, ouais. Et il n'est pas classé BIM. Mais là, une remarque que je vais vous faire, au début, quand on travaille avec AutoCAD, c'est pas que l'outil, c'est aussi tout un nouvel processus de travail. Donc, et le BIM, quand on parle de niveau de maturité 0, Oui. on parle de 2D, on parle d'AutoCAD. Donc, en quelque sorte, AutoCAD, c'est aussi un précurseur du BIM, c'est-à-dire c'est toute une lignée de digitalisation qui a commencé avec la 2D, Oui. mais qui maintenant n'est pas suffisante. Et du coup, on passe à la 3D et les informations qui vont avec cette 3D pour qu'on arrive à ce que maintenant on pourrait qualifier de BIM, de niveau de maturité 2 ou bien 3. Écoutez, je reviens encore et j'insiste. AutoCAD, il a transformé le rotring et le calque de la forme matérielle à la forme digitale. C'est vrai qu'on avait supprimé, etc. Il y avait des fonctionnalités comme grouper, utiliser un groupe et une modification se répercute sur le tout. C'est plus rapide, d'accord. Mais il n'a pas réellement transformé autant que le processus BIM la méthodologie de travail au niveau de l'archi. Ouais. Parce qu'in fine, quand on faisait des plans AutoCAD, on finissait par les tirer sur papier et on se balade avec au chantier. Bien sûr. Même aujourd'hui, avec le Building Information Modeling, on est beaucoup plus autour de la maquette, d'accord. Et la plupart des consignes et les papiers sont économisés dans les échanges dans la plateforme, qui est une JET, donc gestion autonome des documents, mais qui est aussi un modèle 3D qui s'alimente avec toutes les modifications et qui évolue avec la vie du projet. Ouais, je comprends. Une autre question, pour quelqu'un qui souhaite s'informer sur le BIM ou bien suivre des formations, quelle est la pédagogie que vous conseillez, que ce soit pour un jeune architecte ou bien pour un jeune ingénieur ou bien un jeune promoteur? C'est une question un peu, je dirais un peu difficile à répondre en une seule réponse. Parce que la méthodologie ou bien la pédagogie avec laquelle on va appréhender le processus, elle diffère selon les métiers. Je vais vous expliquer. Dans le processus BIM, il a divisé la construction en 4 étapes. La première, c'est la planification qui se passe chez le maître d'ouvrage quand il est en train de planifier. Il a une opportunité foncière, il a une opportunité de construire un projet, il a une opportunité de faire du rail, de l'autoroute, n'importe quel projet. La deuxième, c'est quand on désigne le maître d'œuvre et qu'on commence par le BIM for Design. Donc, c'est phase design, usage du processus. Puis, on passe au chantier, le BIM for Construction. Puis, on arrive à la phase gestion, exploitation et maintenance, c'est-à-dire le projet, il est livré chez le maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage aussi, il a le droit d'utiliser le processus dans ce qui est l'operate. C'est-à-dire, dans l'opérationnel, gestion, exploitation et maintenance, il va continuer à utiliser ce que le processus a créé dans les 3 premières phases. Il faut comprendre une chose. Les 3 premières phases, c'est-à-dire programmation, design et construction, allez, on va dire, au plus grand des cas, c'est entre 2 à 5 années. 6 années si le projet il est gigantesque. Par contre, l'actif immobilier, une fois il est chez le maître d'ouvrage, c'est une centaine d'années. Et donc, tout ce petit travail concentré et cette méthodologie pour créer cette maquette qui sera connectée avec le bâtiment qui est réalisé, c'est en fait afin de pouvoir exploiter et bien faire vivre le patrimoine immobilier qu'on a constitué pendant le siècle qui va vivre. Donc le BIM, c'est du scaling, c'est on voit après, pas forcément le... Voilà.
Maintenant, dans le BIM, il y a 23 use cases, des cas d'usage. Ouais. Sur les 23 cas d'usage, il y en a certains qui sont transversaux sur les 4 phases, c'est-à-dire on peut les utiliser par le maître d'ouvrage dans la planification, par la maîtrise d'œuvre pendant le design, par le constructeur et l'équipe de construction pendant la construction, et qui continuent à être exploités avec le maître d'ouvrage. Il y en a des use cases qui sont utilisés juste en phase opérationnelle et qui vont servir uniquement à la gestion, exploitation et maintenance de la part du maître d'ouvrage. Et donc, tout un chacun de nous doit choisir, selon sa profession, la formation et la méthodologie de formation pour adopter le processus selon les use cases qui rentrent dans son domaine d'activité et selon, bien sûr, les nécessités des projets qu'il est en train de pratiquer. D'accord. Ouais. Dans un cabinet où, maintenant, si on parle du BIM en tant que processus en soi-même, il n'a pas changé les professions. Il n'a jamais changé les professions, il ne va jamais changer les professions. L'architecte restera un architecte, l'ingénieur structure, etc. Mais il a créé des nouveaux rôles et responsabilités. Il y a 3 rôles essentiels. C'est un BIM manager qui va lui manager la globalité du projet sous le processus. Il y a le BIM coordinateur et c'est l'équivalent en fait de directeur de projet. Donc il peut avoir beaucoup de projets, avoir la veille. Il va gérer en plus des stocks, des plannings et tout. Il aura à manager les ressources humaines et leur implication dans la production. D'accord. Il y a le BIM coordinateur, c'est le rang d'un chef de projet. Okay. Jeune ingénieur, jeune architecte, chargé d'un projet bien déterminé. Il a une équipe en dessous, mais il produit lui-même. Et il participe dans la production de la matière. En bas, ou bien je dirais le démarrage, il commence par les BIM modelers, d'accord, qui sont des spécialistes de modélisation, d'accord, et qui vont pouvoir structurer la base de données. On parle de la maquette qui est devenue aujourd'hui base de données parce qu'il n'y a plus que la 3D, il y a d'autres informations, le coût, le temps, le délai, etc. Et qui, lui, il maîtrise les normes, comment mettre les objets, les classer, les référer, comment ajouter les informations, comment renseigner chaque élément pour que quand je veuille extraire une information du projet, elle sortira dans un tableau ou bien dans une présentation d'une manière structurée et fiable. Pour moi, je me suis prolongé un peu parce que la pédagogie, c'est toute une histoire autour de ça. C'est bien d'éclaircir les choses. On ne peut pas être BIM manager si on n'a pas vécu au moins 2 grands projets. Okay. Ou bien 2 cycles de projet. Oublions grand. D'accord. 2 cycles de projet, c'est-à-dire j'ai déjà suivi toutes les phases et étapes de production d'un projet. Dès le premier trait d'esquisse jusqu'à la livraison et la réception définitive. On ne peut pas être BIM modeler si on n'a pas un strict minimum de formation en matière de modélisation 3D, d'accord ? Et après vient la formation pour comprendre comment structurer la modélisation. D'accord. Et l'architecte ou l'ingénieur ou tout chef d'entreprise qui se respecte doit avoir brassé les 3 pour pouvoir manager. On ne peut pas sauter On ne peut pas manager en BIM si on ne comprend pas le basique, si on n'arrive pas à juger le temps de production qu'il faut, si on n'arrive pas à tout moment de détecter où est-ce qu'elle est l'erreur et comment il faut y remédier, parce qu'il faut comprendre comment ça se fait pour pouvoir gérer ce qu'on fait. Bien sûr. Une question que je voulais vous poser, vous parliez de 23 use cases. Oui. C'est un chiffre qui est précis, donc je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui régit tout ce processus BIM? Est-ce qu'il y a quelque chose qui régit tout ce processus dans son application dans différents contextes? Écoutez, il y a essentiellement la norme 19650. La norme 19650, elle parle des intervenants, elle parle des use cases, elle parle de comment appliquer le BIM. Elle est internationale. Comment classer. C'est une norme internationale standard. C'est un standard. Ok. Maintenant,
il faut dire que nous, jusqu'à 2024 au Maroc, on avait l'IMANOR, qui est l'Institut national de normalisation au Maroc, d'accord. Il a adopté 2 définitions. La première définition, c'est le BIM. Qu'est-ce que le Building Information Modeling, d'accord. Et la deuxième des choses, c'est le Scan to BIM, qui est une application de ce qu'on appelle le premier use case du BIM, la capture de la réalité. Ah, ok. D'accord. Et donc, à partir de 2025, l'IMANOR a décidé d'adopter d'une manière très directe. Ils ont la norme 19650 d'une manière brute, telle qu'elle est faite dans le standard international. Sauf que il y a des choses dans la norme qui ne vont pas forcément concorder avec le cadre de la gestion de l'immobilier au Maroc. Soit une discordance par rapport à la gestion du foncier, soit par rapport à la réglementation, soit par rapport à la façon avec laquelle on procède d'une manière administrative pour appliquer l'acte de bâtir. Et du coup, il va falloir qu'on trouve une façon d'adopter. Et c'est une chose qu'à l'international, les pays qui sont avancés l'ont déjà fait. Vous avez parlé de Scan to BIM. Oui. Donc je voulais citer ceci parce qu'on avait la chance de travailler avec l'année dernière. Et c'était très sympa de découvrir ce processus. Je vous laisse donner une petite définition. Ok, si on veut parler du Scan to BIM, le Scan to BIM en soi-même, c'est en fait avoir la possibilité de reconstituer un patrimoine tel qu'il existe dans la réalité, avec une précision extrêmement, avec une haute précision, pardon. D'accord. Il est basé sur deux process, la lasergrammétrie et la photogrammétrie. Quand on parle de lasergrammétrie, c'est-à-dire on a un faisceau laser et on a une tête de scanner qui tourne dans les deux sens, horizontale et verticale. Et à chaque fois, et quand je dis ça, c'est que c'est hyper rapide comme process, parce qu'à chaque fois que la tête du scanner, elle tourne, le faisceau, il touche les surfaces qui sont en face de lui, dans la tridimension, c'est-à-dire en haut, en face, en bas et derrière lui et tout, pour tracer une ligne de points. Le cumul des lignes sur le 360 va nous donner le nuage de points, qui est le modèle 3D de l'espace dans lequel le scanner existe. Pour reconstituer l'extérieur et avoir les épaisseurs, bien sûr, un scanner, il faut le dire, il ne peut pas traverser les murs. D'accord ? Bien sûr. Donc, il ne voit que ce qu'il y a devant lui. On le sort à l'extérieur, il scanne ce qu'il y a à l'extérieur, par exemple, de cette pièce. Il y a les méthodes d'assemblage, d'accord, par géoréférencement de deux nuages de points, et ils vont nous donner l'extérieur et l'intérieur de la pièce. La photogrammétrie, c'est que le tête de scanner est équipé par des caméras HD qui vont, elles aussi, prendre beaucoup de photos. D'accord. On parle de millions de points et on parle de milliers de photos. D'accord. Et il va les rectifier, les superposer par petites bandelettes pour qu'il ait la taille réelle toujours et les dimensions. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que chaque patrimoine immobilier, quand je dis patrimoine, que ce soit des actifs normaux ou bien patrimoine historique, d'accord, c'est tout le patrimoine, tout bâtiment dont on n'a pas la morphologie et la 3D, on peut le reconstituer en temps réel et d'une manière très facile. Après vient le rôle des BIM-modelers pour reconstruire dessus et pour pouvoir reconstituer un modèle 3D, une maquette numérique 3D à partir de laquelle on peut faire des modifications, on peut exploiter le patrimoine, on peut le gérer, etc. Excellent. Parfait. Et donc, c'est incomparable du coup. On a d'un côté une personne qui fait un relevé avec un mètre et de l'autre côté une machine qui scanne et qui donne une maquette. Un nuage de points directement transférable. Ça c'est pour vous expliquer un peu. Il y a beaucoup de cas d'usage et qui existent aujourd'hui au Maroc. On peut faire le scan to BIM quand on est en train de construire pour vérifier la planimétrie. C'est-à-dire, j'ai mon modèle théorique qui est là. Je rentre, je scanne ce qui se fait sur chantier.
je superpose mon nuage de points avec ma maquette numérique et s'il y a des saillies ou bien des retraits au niveau des ouvrages, on va avoir soit des bleus, soit des rouges pour dire qu'on est hors tolérance. Ou bien... Et on va indiquer sur un rapport et le ma'allem, il va partir pour rectifier ce qu'il a raté. Donc ça remplace le plan de recollement. Ça remplace en fait le contrôle ponctuel et visuel du chantier. Vous avez un contrôle holistique. Et en plus, ça vous permet d'obtenir le plan de récollement à 100% exact au millimètre près. Un autre cas d'usage, j'ai un patrimoine historique. Et quand on a un patrimoine classé historique, il faut intervenir avec beaucoup de délicatesse parce qu'il y a des éléments architectoniques qu'il ne faut pas perdre. Il y a des éléments pareils. Et ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on scanne le tout, on repère, on vise les éléments, on les légende, on fait les références. Il y a toujours assez souvent dans ce genre de cas un architecte patrimoine qui va établir son document à propos de l'histoire. Et c'est ce qui permet de sauvegarder tous les éléments. Et en cas de détérioration en cours de chantier, ça nous permet de reprendre l'élément à sa vraie composition et forme. D'ailleurs, c'est ce qui a sauvé l'église Notre-Dame à Paris. Après le grave incendie qu'il y a eu, c'est parce qu'il y avait des amateurs qui ont scanné. Ils ont fait ça avant. Ils ont fait ça avant. Et si je me rappelle bien, c'était un architecte allemand qui était très passionné. À chaque visite, il venait, il scannait quelques espaces. Et il y en a ceux qui ont scanné pour l'intégrer dans certains jeux vidéo. Et c'est la composition de tout ça qui nous a permis de pouvoir reconstituer aujourd'hui et reconstruire ce patrimoine qu'on est en train. C'est la même chose qui a été faite à la mosquée Tinmil au sud, qui a été ravagée par le séisme de Haouz. Et aujourd'hui, heureusement qu'on a déjà une copie numérique de ce qu'a été le monument et on va pouvoir reconstituer les choses. Donc le BIM peut aussi devenir une extension de la préservation de l'héritage et de sa sauvegarde. Aujourd'hui même, on commence à travailler à l'échelle urbaine parce qu'il y a le BIM, il y a le CIM. Le CIM, oui. D'accord. Donc le CIM, c'est à la place de building, c'est City. City Information Modeling. Et c'est en fait joindre le BIM, le bâtiment, avec le SIG, Système d'information géographique. Et donc, on devient en train de travailler sur le territoire et l'espace. Aujourd'hui, il y a des scanners de mobile mapping, d'accord, et web mapping qui sont en train de préparer des cartes de ville ou de quartier pour prendre des décisions. Excellent. Donc, comme à l'accoutumée dans nos épisodes, à la fin, la question qu'on pose, c'est des références. Des références pour que nos spectateurs puissent s'enrichir sur le sujet après. Donc, si vous avez, que ce soit des chaînes YouTube, des livres, des événements à proposer, des ouvrages, allez-y. Et surtout les conférences annuelles. Exactement. Si on a quelque chose de déjà plané. Écoutez, il y a plein d'événements qui se passent pour le BIM. Le plus connu ici au Maroc et dont on parle beaucoup, c'est le BIM World qui se passe en France. D'accord. Généralement en période d'avril, si je me rappelle bien. Il y a aussi un événement qui se passe identique en Suisse. Et on a celui qui se passe cette année aux États-Unis, il sera à Las Vegas en période de juin. D'accord. Et c'est pas ça ce qui manque en fait, les événements. En tout ce qui est référence, aujourd'hui, il y a plein de livres. Je conseille de suivre BIM Corner, que j'ai suivi parce qu'il simplifie beaucoup. Et la plus grande référence que je conseille à tous ceux qui veulent intégrer avant les chaînes YouTube, avant tout, c'est le site de Building Smart International. N'importe quelle information, nouveauté, événement. Ils font beaucoup aussi, le Building Smart International, ils font des tournées dans le monde. Cette année, l'année dernière plutôt, ils l'ont fait à Marrakech. Ah bon? Oui, à Marrakech, ça s'est passé à Marrakech pour la première fois. Il y a aussi, chez eux, dans le site, ils détaillent tous les éléments. Et j'invite aussi tous ceux qui nous regardent à se brancher et à passer le cap. Parce qu'aujourd'hui, en parlant du BIM, je dois parler de la nouveauté par rapport au BIM. Ce que je viens de vous dire,
à mon sens et à mon savoir aujourd'hui, est déjà Est dépassé. déjà dépassé. Ouais. Bah, D'accord. c'est un Parce sans- qu'aujourd'hui, on parle de 3 éléments essentiels et la synergie entre les 3, c'est le BIM, le SIM et l'IA. Waouh. Et aujourd'hui, intégrer l'IA au niveau du BIM, c'est un changement de paradigme énorme, Mhm. d'accord, qui va transformer encore davantage ce processus de digitalisation de l'immobilier. Ça doit pas faire peur, mais on doit s'y accrocher parce que l'accélération de l'informatique, le changement des process au niveau de l'informatique, il est plus rapide que tout autre secteur. Excellent. Parfait. On a un Excellent. épisode notamment prévu de l'IA et l'architecture. Oui. Qui Et du serait coup, un peu- cette conclusion pourrait être une belle introduction au nouveau sujet. Donc le BIM, ce qu'on a conclu, c'est que c'est pas le futur, Ouais. c'est maintenant. Ouais. En fait, c'est maintenant, c'est si on veut construire vite, mieux et de façon intelligente et de façon plus propre au Maroc. Efficace, doit- efficiente, Voilà. Exactement. suivre toutes les tendances d'indices carbone qui sont imposées, la réglementation, Ouais. l'efficacité énergétique, l'économie, le non-gaspillage, parce que n'oubliez pas que dans le secteur de BPTP, le plus grand gaspillage qu'on a et la plus grande difficulté, c'est tout ce qui est matières premières non renouvelables, comme le sable par exemple. Ouais. Quand on extrait un grain de sable, il est mélangé avec du béton, ça y est, c'est parti. Ouais. Ce n'est plus renouvelable. Parfait. Et je voudrais aussi attirer l'attention, ça je vous l'avais dit en cours, mais je le répète encore, ceux qui réussiront aujourd'hui. Moi je dirais les nations qui réussiront leur avenir ou bien leur transformation digitale, c'est ceux qui vont en faire de cette transformation une transformation humaine avant qu'elle soit digitale. Le chantier le plus urgent, c'est celui des mentalités. Oui, exactement. Excellent. Écoutez, Monsieur Walid, ce fut un grand plaisir. Merci C'est parfait. Merci beaucoup. Le merci plaisir est beaucoup, partagé. Merci beaucoup. Pour nos spectateurs, merci d'avoir suivi cet épisode. On vous attend très prochainement pour de nouveaux, notamment sur l'intelligence artificielle et plein d'autres sujets qui importent le domaine de l'architecture et de la construction. Merci à vous.